Bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique. Aujourd'hui, nous allons étudier le continent américain. Donc, premièrement, le panaméricanisme. Pour amorcer la vidéo, c'est un mouvement diplomatique, politique, économique et social qui cherche à créer, encourager et organiser les relations d'association et coopération entre les États d'Amérique en vertu d'intérêts communs. Ça existe depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier que dès l'indépendance des États-Unis, les États-Unis ont poussé pour aider leurs petits camarades à accéder à l'indépendance pour après mieux les coloniser. Oups. Puis il y a toute la question dans le panaméricanisme, est-ce qu'on attaque les États-Unis ou pas, parce qu'ils ont la fâcheuse tendance à regarder dans le jardin des voisins. Mais il y a l'Organisation des États américains, créée en 1948. Et située à Washington. Tiens, 1948 créé par les États-Unis, ça sentirait pas la guerre froide? Bref, qui regroupe la plupart des gouvernements des États d'Amérique. Les États membres se fixent des politiques et objectifs importants dans le cadre de l'Assemblée générale qui réunit les ministres des Affaires étrangères du continent une fois par an. Alors, on est en géographie, on va quand même faire un petit rappel historique. Et il ne faut pas oublier que les Amériques ont une histoire variée et large. On a deux grandes civilisations, les Olmecs, de moins 2500 à moins 500. Civilisation un petit peu oubliée dans les études précolombiennes, mais qui a joué son rôle. On a les Mayas, eux ils sont connus. Moins 2600, 1520. On a des Vikings en Amérique, ça a été prouvé par l'archéologie entre 1000 et 1400. On a les Aztèques entre 1200 et 1521. On a les Incas 1200, 1533, ça c'est les civilisations précolombiennes. 1492, Christophe Colomb est là, youpi, je suis au Japon. Eh ben non, tu es à Cuba, mon coco. C'est moche. Mais bon, ça arrive. Petite boulette, il n'était pas au courant qu'il y avait un truc entre l'Europe et l'Asie. Mais personne n'était au courant. Bon, on va l'excuser. Mais assez rapidement, on a découvert que non, c'était pas l'Asie, c'était vraiment un autre continent. 1783-1825, c'est la période des indépendances qui commence par les États-Unis, puis après, chaque pays prend son indépendance, même si le dernier pays américain à prendre l'indépendance, c'est Cuba en 1898. Après, c'est des petits découpages des îles dans les Caraïbes, mais voilà. On a l'hégémonie des États-Unis dès 1945, au sorti de la Seconde Guerre mondiale. Elle est une superpuissance, elle va se fighter avec l'URSS, elle va tellement être forte qu'elle va pouvoir dominer le monde. On a Fidel Castro en 1959, très important lui aussi, parce qu'il va être une résistance à cette hégémonie. L'autre résistance, c'est le 11 septembre 2001, où les États-Unis vont malheureusement comprendre à leurs dépens qu'ils sont quand même très fragiles. Alors, la carte, c'est pas très compliqué. C'est la carte de l'Amérique, un continent énorme qui va limite du pôle Nord au pôle Sud, qui littéralement barre le planisphère, sépare l'Atlantique du Pacifique. Tout très massif, il a des îles, il est très large au nord, très large au sud, un petit peu moins au centre. Mais voilà, c'est un continent magistral, très grand, ce qui va influencer sa population, son climat et sa géographie. Alors, quelques petites définitions. L'Amérique centrale, c'est le Belize, le Costa Rica, le Guatemala, l'Honduras, le Nicaragua, Panama, Salvador, l'archipel des Antilles, la région des Caraïbes, avec les Antilles. L'Amérique du Nord, c'est le Groenland, qui est un territoire danois, donc européen. Le Canada, les États-Unis et le Mexique. Oui, les États-Unis, le Mexique est considéré comme un pays d'Amérique du Nord. Enfin, l'Amérique du Sud, c'est la mer des Caraïbes jusqu'au Cap Horn, du Pérou jusqu'au Brésil. Qu'il ne faut pas confondre avec l'Amérique latine, qui, elle, sur le plan linguistique, parle les langues latines, c'est-à-dire l'espagnol ou le portugais, voire même le français pour la Guyane. On n'a pas fini. Les colons, personne qui a quitté son pays pour aller exploiter une terre, faire du commerce dans une colonie, descendants de ces immigrés installés à demeure dans ce pays et cohabitant avec les autochtones. Éroder, soumettre un sol, un relief aux agents de l'érosion, notamment la pluie et le vent. Le Far West désigne aux États-Unis les terres à l'ouest du Mississippi, entre le 19e et le 20e siècle. On les conseillait comme des régions sauvages. C'était sauvage, c'était l'aventure. L'isthme, c'est une bande de terre resserrée entre deux mers ou deux golfes et réunissant deux terres. Le métissage, c'est des populations issues de races différentes. Là, j'emploie le mot race parce que j'ai pris la définition dans un vieux livre.
Le milieu bioclimatique est un espace caractérisé par son climat, mais aussi par son sol et sa végétation naturelle. Précolombien, relatif à l'Amérique avant la venue des Européens. Une vallée est un espace allongé entre deux zones plus élevées, plis concaves, ou espace situé de part et d'autre du lit d'un cours d'eau. Quel plan nous allons suivre? Premièrement, on va parler de l'Amérique physique. On va parler du relief, du climat, l'Amérique humaine. On va voir que c'est un continent peu peuplé, mais urbanisé. On va voir le rôle clé des migrations et on va parler de la condition des Noirs en Amérique. Enfin, on va terminer par une partie politique. Le relief de l'Amérique. La disposition du relief nord-américain est longitudinale. La région se décompose en ensembles qui se succèdent d'est en ouest. La partie orientale est dominée par une plaine littorale étroite au nord, Canada et Nouvelle-Angleterre, et plus large au sud, la Floride. Derrière ces espaces plats se trouvent des chaînes de montagnes peu élevées, anciennes et érodées. Les Appalaches ne dépassent guère les 2000 mètres d'altitude. En allant vers l'ouest, on rencontre des espaces relativement plats et peu élevés, parsemés de lacs. Plus au sud, la vallée du Mississippi représente l'épine dorsale du centre de l'Amérique du Nord. Ensuite, la région des Grandes Plaines. Puis, le piémont des Rocheux se succède à des altitudes de plus en plus hautes. L'ouest de l'Amérique du Nord est une succession de chaînes plus ou moins parallèles qui constituent un obstacle à la circulation. Cet ensemble montagneux, plus large aux États-Unis qu'au Canada, est entrecoupé de hauts plateaux et de fossés d'effondrement. Les derniers espaces avant l'océan Pacifique se caractérisent par une grande activité volcanique et sismique. Il s'agit d'une portion importante de la ceinture de feu du Pacifique. Géologiquement, le continent est rattaché à l'Amérique du Nord tout récemment avec la formation de l'isthme panaméen, il y a environ 3 millions d'années. De même, les Andes sont des chaînes de montagnes relativement jeunes et sismiquement instables, descendant du nord au sud en suivant la bordure occidentale du continent. Le territoire à l'est des Andes est principalement occupé par la forêt tropicale humide, l'Amazonie. Le continent présente aussi des régions plus sèches telles que la Patagonie ou l'Atacama. Le continent sud-américain comprend aussi de nombreuses îles. L'Amérique centrale est traversée par un système montagneux appelé la cordillère centrale, dont les sommets peuvent dépasser les 4000 mètres, situé à l'intersection de la plaque Caraïbe et de la plaque nord-américaine, et de la plaque de l'intersection de la plaque de Cocos. Une chaîne volcanique longe la côte pacifique du nord au sud de la région. La côte Caraïbe est constituée d'une forêt tropicale qui n'est pas en réalité que la prolongation de l'Amazonie, très peu hospitalière. Grâce à cette forêt tropicale, l'Amérique centrale abrite 7% de la biodiversité mondiale. La côte pacifique, plus hospitalière car plus sèche, grâce au relief la protégeant du climat caribéen, abrite quant à elle la majeure partie de la population centra-américaine. On va parler un petit peu hydrologie. Je vais vous donner quelques noms de fleuves. L'Amazone, 6437 km qui se jette dans l'océan Atlantique, qui va traverser le Pérou, la Colombie, mais surtout le Brésil. Le Colorado, 2330 km, golfe de Californie, c'est-à-dire la Californie dans le Pacifique, États-Unis, Mexique, le Hudson, 507 km, océan Atlantique, les États-Unis, surtout connu parce qu'elle a traversé New York et qu'un jour il y a un mec qui a posé un avion dedans. Le Mississippi, 3780 km, dans l'océan Atlantique, les États-Unis, qui va jouer un grand rôle dans le développement économique, parce qu'on sert du Mississippi pour transporter l'agriculture, parce qu'il y a des grandes plaines agricoles. Le Rio Colorado, 1114 km, qui se jette dans l'océan Atlantique, qui traverse l'Argentine. Le Rio Grande, 3060 km, golfe du Mexique, États-Unis, Mexique. Le Saint-Laurent, 1140 km, dans l'océan Atlantique, Canada, États-Unis. Le Yukon, ou Yukon, ça dépend comment vous le prononcez, 3185 km qui se jette dans la mer de Bering, Canada, États-Unis. Le climat. Je vous ai mis une carte comme ça vous pouvez suivre ce que je vous dis. En Amérique, l'étirement en latitude est tel qu'on y rencontre quasiment tous les milieux bioclimatiques. Comme je vous ai dit, ça part d'un pôle à un autre pôle, donc il y a à peu près tout, hein. L'équateur passe au niveau de l'Amazonie. De part et d'autre de cette ligne imaginaire, les domaines se répartissent en bandes parallèles avec une diminution des températures en direction des pôles. C'est une répartition zonale. Cette configuration est perturbée par les montagnes très élevées des fois. Alors, l'Amérique humaine, c'est un continent peu peuplé. Je vous ai mis une carte avec les densités. C'est toujours bien d'avoir ça en présence. Le continent américain compte 1 milliard d'habitants, soit une population inférieure à celle de l'Inde, par exemple, ou de la Chine. La densité moyenne est de 24 habitants au kilomètre carré. Les Américains vivent près des littoraux. C'est une conséquence de la colonisation parce que la colonisation s'est faite notamment par les côtes.
En effet, les premiers colons se sont installés au XVe siècle sur les côtes, et c'est à partir de ces littoraux que les populations ont ensuite recherché dans le Far West de nouveaux espaces à conquérir. L'intérieur du continent offre des contrastes entre grandes plaines intérieures, en partie vides d'hommes, et les Andes, densément peuplées car elles étaient déjà habitées avant la conquête européenne. Les Andes, il y a des civilisations précolombiennes qui étaient là-bas et donc qui se sont développées. Je vous ai mis une petite carte, comme ça vous voyez un petit peu que la colonisation a influencé la carte linguistique. Au nord, il y a beaucoup d'anglais, beaucoup d'anglais, parce que c'est la partie des anglais. Putain de traité de Paris, hein. On a laissé le Canada français, hein. C'est honteux ce qu'on avait fait à l'époque. Au sud, on voit qu'il y a l'espagnol et le Brésil, qui a le portugais à cause du traité de Tordesillas. On a coupé au niveau d'une latitude, d'une longitude, et puis voilà, ça a influencé. Ça influence aussi les religions, parce que au nord, vu que c'est anglophone, c'est protestant, et au sud, vu que c'est latin, c'est catholique. Un continent urbanisé. 75% des Américains vivent en ville. Parmi les 15 plus grandes villes au monde, 6 sont américaines. Les principales capitales sont situées en périphérie du continent. Il s'agit des capitales des anciens empires coloniaux et des ports reliés à l'Europe. D'abord limitée aux villes littorales, la croissance urbaine s'est ensuite diffusée à l'intérieur du continent en suivant l'installation des réseaux de communication. Je vous ai mis une petite carte des grandes villes. Voilà, vous pouvez faire pause pour pouvoir en profiter. Le rôle clé des migrations. Les premiers colons européens ont détruit les civilisations précolombiennes et leur population par le travail forcé ou l'esclavage, ou encore les maladies. Vous inquiétez pas, ils nous ont ramené la syphilis. Bon, ils ont ensuite fait venir des esclaves noirs d'Afrique, des travailleurs européens et asiatiques. Malgré un intense métissage, le peuplement conserve des dominantes amérindiennes noires ou blancs. Les États-Unis et le Canada ont été peuplés par des Européens du Nord-Ouest et secondairement par des Noirs venus d'Afrique. Le fonds de peuplement amérindien y a presque disparu. On y parle principalement l'anglais. Le reste de l'Amérique dite latine a été surtout peuplé par des Européens du Sud, espagnols ou portugais, ou même italiens. Il y a une grosse diaspora italienne au Brésil ou en Argentine, et par de la main-d'œuvre africaine. Le fonds de peuplement amérindien y est plus important. On y parle l'espagnol, sauf au Brésil où domine le portugais. La condition des Noirs en Amérique. Les Afro-Américains ou Noirs américains sont des Américains des États-Unis qui ont des ancêtres noirs originaires d'Afrique. La plupart descendent des anciens esclaves noirs embarqués aux États-Unis dans le cadre du commerce triangulaire. Mais beaucoup proviennent aussi d'une immigration volontaire d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Les États-Unis sont un pays qui s'est construit sous l'immigration. Au 15e et 18e siècle, 17e et 18e siècle, s'organisa le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. En 1783, les colonies anglaises acquièrent par la force leur indépendance. La Constitution américaine fonda les États-Unis, tandis que les Afro-Américains restaient exclus du droit de vote. En 1808, l'esclavage fut officiellement aboli aux États-Unis. Toutefois, chaque État fédéré, possédant une grande marge de manœuvre plus importante qu'aujourd'hui, l'économie des pays du Sud étant basée sur l'exploitation et l'exportation, l'esclavagisme leur paraissait donc indispensable au fonctionnement de la société. L'esclavagisme continua d'exister après 1808. Lors de sa campagne électorale, Lincoln annonça l'abolition de l'esclavage, ce qui lui attira les foudres des États du Sud. L'opposition entre Nord et Sud conduit à une guerre civile, la guerre de sécession, 1861-1865. En avril 1865, la guerre civile prit fin. Le 15e amendement de la Constitution demanda l'abolition de l'esclavage sur le sol américain. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait une lutte à l'époque concernant la place de l'État fédéral, la place du gouvernement central. Il n'y a pas que l'esclavage. L'émancipation d'un esclave ne signifie pas pour autant qu'il allait acquérir une vie meilleure. Ça reste les États-Unis. Il était libre, certes, mais sans abri ni argent. Comme il était noir, il trouvait difficilement de travail et vivait trop souvent dans la misère. En 1865, la situation ne s'améliora pas. Rejetés, les Noirs furent contraints, par la force des choses, de se regrouper. La ville de New York vit la naissance du quartier noir, Harlem. La ségrégation entre noirs et blancs s'installa. Les lois Jim Crow, dans les États du Sud, vont institutionnaliser cette ségrégation. Tous les lieux publics devaient être séparés entre les blancs et les noirs. Certaines personnes se livraient à des agressions et des actes de violence contre les noirs. Le 24 décembre 1865, une organisation raciste vit le jour, le Ku Klux Klan. Ouais, 24 décembre, joyeux Noël. Dès sa formation, elle se fixa pour objectif d'assurer la suprématie de la race blanche. Rosa Parks, mais surtout Martin Luther King vont se battre avec leurs militants pour que les lois soient supprimées. Malgré l'élection de Barack Obama en 2008, la situation reste difficile pour ces populations. Il reste des ghettos et le taux de chômage est fort. Et la situation des Noirs ne s'améliore pas à cause des lourdeurs de la société,
du racisme qui peut encore exister aux États-Unis, et surtout le fait que y en a certains qui se font tuer par des flics parce que la formation des flics est déficiente et que les mecs ils dégainent un gun pour un oui ou pour un non. Hein. Et que il y a encore des clichés, des façons de penser qui restent malheureusement encore présentes. On le voit bien avec le mouvement Black Lives Matter. Mais l'énorme problème aujourd'hui n'est pas une question de noir ou de blanc, mais aussi un problème malheureusement d'intolérance et d'ouverture à l'autre. Alors, la carte politique, la carte politique, elle n'est pas compliquée. Je vous ai mis les pays, la capitale, la population, sa superficie, son régime politique, où ça se situe sur le continent, qui les a colonisés et quand ils ont eu leur indépendance. J'ai bien dit que les Caraïbes avaient eu leur indépendance vraiment en tout dernier. Donc, on a Antigua et Barbuda, capitale St. John's, habitée par 92 000 habitants. C'est une monarchie en Amérique centrale, indépendante depuis 1981 de la couronne. L'Argentine, Buenos Aires, en Amérique du Sud, l'Espagne, 1816. Les Bahamas, la capitale est Nassau, c'est une monarchie elle aussi, en Amérique centrale, indépendante de la couronne en 1973. Les Barbades, le pays de Rihanna, qui est indépendant depuis 1966. Le Belize, 1981. La Bolivie, la capitale est Sucre. La capitale, Sucre. Fun. L'Espagne, en 1825. Le Brésil, qui va obtenir son indépendance du Portugal en 1825. Le Canada, la capitale est Ontario. C'est une république qui est indépendante depuis 1867. On a le Chili, avec comme capitale Santiago, qui est indépendante depuis 1818. La Colombie, Bogota, indépendante depuis 1810. Costa Rica, San José, qui est indépendante depuis 1821. Cuba, qui est indépendante depuis la guerre entre Cuba et l'Espagne, bien aidée par les Américains, parce qu'ils avaient du business à faire, en 1898. La République dominicaine, qui va arracher son indépendance de sa voisine Haïti en 1844. Les Dominiques, la capitale, c'est Rosso, indépendante du Royaume-Uni en 1978. L'Équateur est capitale, Quito, en 1822. Les États-Unis, indépendants depuis 1783. Merci la France. La Grenade, avec sa capitale Saint-Georges, indépendante depuis 1974. Le Guatemala, sa capitale est Guatemala. C'est pas très compliqué. 1821, la Guyana, avec Georgetown, la ville de Georges, indépendante depuis 1966. Haïti, Port-au-Prince, indépendante depuis 1825. Et il y a eu des révoltes dès 1791. Le Honduras, j'ose même pas prononcer la capitale, qui est indépendante depuis 1821. Vous voyez que c'est pas des gros pays énormément peuplés. On a la Jamaïque, qui est une monarchie. Sa capitale est Kingston, indépendante depuis 1962. Mexique, qui a obtenu son indépendance en 1836. Le Nicaragua, lui aussi indépendant depuis 1821. Le Panama, qui a été intégré à la Colombie au moment de l'indépendance, mais qui a pris sa liberté en 1903. Le Paraguay, indépendant depuis 1811. Le Pérou, 1821. Saint-Christophe et Nevis, une petite île des Caraïbes, indépendante depuis 1983. Saint-Lucie, Saint-Vincent et Grenadines, là aussi, Caraïbes, qui ont eu leur indépendance en même temps de la couronne anglaise en 1979. Salvador, 1821. Le Suriname, en 1875. Seule possession hollandaise de la liste. Trinité et Tobago, l'Uruguay et le Venezuela. Alors, petit schéma pour résumer. On va finir avec des petits schémas. Je vous avais parlé du taux d'urbanisation. Si vous comparez aux autres continents, l'Afrique est en majorité rurale, l'Asie, ça se compense. L'Europe, par son histoire et par l'importance de ses villes, a quand même un taux. Mais les Amériques, quand même, restent, l'Amérique du Nord surtout, reste prédominante avec plus de 82% de sa population qui vit en ville. C'est-à-dire que la campagne, c'est peanuts. Je vous ai aussi parlé des migrations. Et là, on va mettre un petit schéma. On va voir la part de l'indépendance. En 1995, là, il y avait la Chine, la République dominicaine, le Vietnam, les Philippines et le Mexique. La Chine n'était pas encore la puissance économique, elle n'était pas encore le bon qu'elle a connu dans les années 2000. Beaucoup de pays, République dominicaine et Mexique, les voisins, le Vietnam et les Philippines, l'Asie, parce qu'il y a toujours une grande migration asiatique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les Philippines ont gardé leur place, la République dominicaine aussi, mais c'est l'Inde et la Chine qui suivent, parce que l'Inde a beau avoir un gros développement, les États-Unis, ça reste quand même the place to be, parce que là, c'est les chiffres pour les États-Unis. Donc,
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ça ferait très plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!